Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Emmanuel Macron, Ouagadougou, 28 novembre 2017. Prononcé devant les étudiants burkinabé accent aigu S de l'université Ouaga, cette allocution a été faite lors du premier déplacement en Afrique du chef de l'État français. Elle s'inscrit en rupture avec la position française sur la restitution des biens publics culturels aux États étrangers. Lors de sa première demande de restitution en 2016, le Bénin avait essuyé un refus de la part de la France. L'argument avancé étant que la restitution d'un bien culturel porte atteinte à un principe fondamental, l'inaliénabilité des collections publiques françaises. Historique succinct du principe d'inaliénabilité des collections publiques, issu de l'édit de Moulins de 1566, le principe ne protégeait pas les biens culturels à l'origine. En effet, le texte prévoyait l'inaliénabilité des biens de la couronne. La finalité de consacrer un tel principe était de ne pas morceler le territoire et de protéger les biens matériels de la monarchie. Les rédacteurs ont pris soin d'inscrire 2 exceptions au principe d'inaliénabilité. D'une part, les biens de la couronne peuvent être vendus exceptionnellement pour l'apanage des puînés mâles de la Maison de France. D'autre part, ces biens peuvent être vendus pour les nécessités de guerre. Toutefois, le roi a multiplié les entorses à ce principe, notamment pour assurer son train de vie, en dilapidant les biens du royaume. De facto, les juristes de l'époque théorisent que l'inaliénabilité ne s'impose que vis-à-vis du grand domaine, château, terre, et non pour le petit domaine, meubles et bijoux notamment. La Révolution française, quant à elle, a conduit au pillage des biens nationaux, en particulier ceux de la noblesse et du clergé. Partant, les lois du 22 novembre et du 1er décembre 1790 ont réaffirmé le principe d'inaliénabilité. Le Code domanial révolutionnaire apporte 2 nouveautés. Désormais, tous les biens appartenant à l'État relèvent du domaine national et sont inaliénables. Concernant les biens privés, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 consacre le droit de propriété à l'article 17. Cette digression historique montre que la restitution des biens publics culturels n'est pas un acte anodin. Avant même d'aborder les autres questions qu'elle soulève, la restitution déroge au principe d'inaliénabilité des collections publiques françaises consacré à l'article L451-5 du Code du patrimoine. L'inaliénabilité dans les régimes étrangers, de nombreux États européens se sont inspirés du droit français pour protéger leurs biens culturels, dissuadant ainsi à accepter une restitution. Le principe d'inaliénabilité des collections publiques est par exemple reconnu dans les textes espagnols et italiens, dans un sens très proche au droit français. Au Danemark, les cessions ne peuvent être réalisées qu'à titre gratuit, l'Agence du patrimoine interdisant aux musées de vendre leurs œuvres. Les pays anglo-saxons se distinguent nettement de la vision française. Aux États-Unis par exemple, il n'existe pas de ministère de la culture. Sous la gestion des établissements privés, les collections fédérales sont régies par des procédures spécifiques à chaque État. Si les collections publiques ne peuvent être aliénées en principe, certains régimes ont adopté le de-accessioning, les États-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-Bas entre autres. Par cette technique, les biens culturels sont retirés des collections publiques dans l'optique d'être vendus. Précision terminologique, du latin restitutio qui signifie restauration ou reconstruction, le terme de restitution est polysémie. Dans une acception commune, restituer, c'est rendre une chose dérobée ou retenue indûment à son propriétaire légitime. Parler de restitution revient à porter un jugement moral sur le propriétaire du bien qui, le plus souvent, l'aurait volé lors d'un conflit armé. Afin d'éviter d'employer le terme restituer, sujet à de vives controverses, certains utilisent un terme plus neutre comme rendre le bien culturel, autoriser son prêt renouvelable ou encore organiser son retour. La restitution n'est pas la correction d'une simple erreur, celle-ci ne se situant pas sur le terrain exclusivement juridique. En effet, il peut être question d'une erreur politique, diplomatique, morale, factuelle ou encore historique. Aussi, le fait de restituer ne se limite pas à un transfert de propriété. Il induit le retour d'un matériau historique dans son pays d'origine,
participant ainsi à la reconstruction mémorielle d'un État, d'un peuple ou d'une civilisation. Depuis l'Antiquité, la saisie d'œuvres d'art est d'ailleurs le premier facteur de circulation des biens culturels. Enjeu de la restitution. Il n'existe à ce jour aucun texte légal en droit interne qui fait application de critères communs à la restitution de biens culturels. En effet, chaque restitution s'opère au cas par cas par le biais d'un accord bilatéral entre la France et le pays qui fait la demande. En outre, il n'existe pas un régime juridique à proprement parler, mais plutôt un patchwork de législation d'exception. C'est le cas par exemple de la restitution des têtes maoris à la Nouvelle-Zélande, ou encore des biens pillés au Bénin et au Sénégal lors de la colonisation. Au-delà de l'aspect juridique, les enjeux de la restitution ont également une dimension morale. Le terme de restitution est davantage éthique que juridique dans la mesure où l'État détenteur est d'office désigné comme le propriétaire illégitime du bien culturel au détriment de l'État victime. Du point de vue de l'État spolié, la restitution paraît légitime puisqu'elle réintègre dans le patrimoine originel le bien qui a été pillé. Du point de vue de l'autre État en revanche, le bien pillé s'est intégré au patrimoine, devenant parfois un symbole des collections publiques de l'État. Le buste de Néfertiti détenu au Neues Museum à Berlin en est une parfaite illustration. Concernant l'État français, faut-il restituer toutes les œuvres pillées lors des conquêtes napoléoniennes ? Les œuvres exposées au musée du Quai Branly doivent-elles être rendues aux États africains ? Et peut-on traiter de la même manière des tableaux et des restes humains étrangers conservés dans les collections publiques françaises ? La question des restitutions des biens culturels soulève également des enjeux culturels. En effet, le bien culturel n'est pas un objet ordinaire, il est un marqueur d'identité, un témoignage du passé, un outil de transmission pour les générations futures. En cela, il n'est pas uniquement un bien meuble, mais un héritage de la nation. Pour les citoyens, la restitution peut être perçue comme le symbole d'une nécessaire réparation voire d'une repentance. Du point de vue de l'État pillé, il est question de mettre fin à une appropriation, une spoliation, un vol, un pillage ou encore à une dépossession massive d'œuvres d'art. De surcroît, la restitution met en évidence des intérêts diplomatiques. Elle se comprend comme la reconnaissance de pillages ou, de manière plus édulcorée, comme un gage d'amitié entre les peuples, un renforcement des liens de collaboration entre les deux États. En revanche, il existe un risque majeur pour le patrimoine lorsque le caractère légitime ou non de la possession du bien culturel est écarté au seul bénéfice de faire un cadeau diplomatique. Enfin, la restitution implique des enjeux économiques. Se délaisser d'un bien public culturel, surtout lorsqu'il est réputé, a un impact financier non seulement sur la fréquentation de l'établissement, mais surtout pour les recettes de l'État. Rarement évoquée, cette question est pourtant cruciale lorsque le bien réclamé est la pièce maîtresse d'un musée d'envergure, à l'instar de la pierre de Rosette. Réclamé par l'Égypte, ce bien est actuellement conservé au British Museum depuis 1802. Si l'Angleterre restituait ce témoignage historique unique, il est évident que les recettes de fréquentation du musée seraient impactées. Approche des biens culturels, qu'est-ce qu'un bien ? Lato sensu, il désigne un objet possible de désir ou besoin individuel des personnes pouvant être satisfait. En droit privé, le bien n'est toute chose caractérisée par sa rareté, dont l'utilité justifie l'appropriation, qu'elle soit corporelle ou incorporelle. Dans notre étude, la notion de bien est étrangère à la conception privatiste. D'une part, le fait qu'un bien soit utile ne justifie en aucune mesure l'appropriation. Ne pas restituer sur ce fondement reviendrait à légitimer le vol ou la spoliation. Si le bien appartient à la propriété de l'État français, cela ne doit pas se confondre avec la propriété privée. D'autre part, l'expression bien commun désigne rarement un bien matériel. Il désigne, dans la majorité des cas, un élément immatériel. La République res publica est par essence un bien commun, construite sur l'idée d'une chose, res, qui est publique, commune à tous, publica. Parmi l'immense diversité des biens existants, l'étude porte exclusivement sur les biens culturels. Ces derniers désignent les biens meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, ainsi que les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles,
voire les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels. De facto, le bien culturel peut aussi bien désigner un meuble qu'un immeuble, monument, site archéologique, édifice, centre artistique, sans pour autant empêcher la restitution des biens qui y sont incorporés ou des ruines de cet immeuble. De surcroît, cette définition rappelle qu'un bien culturel est un élément du patrimoine. Celui-ci connaît 3 définitions, française, européenne et internationale. Apparue au XIIe siècle, la notion de patrimoine, du latin patrimonium, héritage du père, définit à l'origine l'ensemble des biens hérités de la famille. Il est notable que la protection des biens culturels débute au sortir de la Révolution française. Aujourd'hui, le patrimoine s'entend de l'ensemble des biens immobiliers ou mobiliers relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Il s'entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003, art. 1 du Code du patrimoine. Au niveau européen, la Convention de Faro de 2005 aborde le patrimoine comme un objet de droit. Paradoxalement, cette définition ne se situe plus sur le seul aspect patrimonial, mais plutôt par un aspect historique et symbolique. Cette dernière permet une application la plus large possible pour contrôler l'authenticité des biens culturels, mais surtout pour lutter contre le trafic, marché noir, contrefaçon. Quant au droit international, l'UNESCO distingue le patrimoine culturel, le patrimoine naturel et le patrimoine culturel en situation de conflit armé. Partant, les sites naturels ayant des aspects culturels tels que les paysages culturels, les formations physiques, biologiques ou géologiques, font pleinement partie du patrimoine culturel. Surtout, le droit international protège le patrimoine culturel en période de conflit armé depuis les années 1970. Les carences du droit international. Jusqu'à la moitié du XXe siècle, la question des restitutions des biens culturels était traitée dans le droit de la guerre. L'ordre westphalien permettait aux États de s'approprier les biens culturels étrangers, comme des butins de guerre en toute légalité. Désormais, les conventions internationales interdisent ces pratiques. La Convention de l'UNESCO de 1970 oblige tout État qui aurait acquis un bien culturel lors d'un conflit armé à le restituer à l'État d'origine. Toutefois, un État qui aurait pillé un bien culturel avant cette période est en parfaite légalité avec le droit international, et aucun texte ne peut lui incomber la restitution. Le droit souple a toutefois permis de faire émerger une doctrine de restitution à l'échelle internationale. Choix du sujet. Le choix du sujet de la restitution des biens culturels s'explique pour différentes raisons. Ce sujet est passionnant, car il nécessite à la fois de connaître le droit public, notamment le Code du patrimoine, le Code général de la propriété des personnes publiques et le droit administratif des biens, l'histoire du droit, pour comprendre le mécanisme de l'appropriation publique et l'évolution du principe d'inaliénabilité des biens publics culturels entre autres, et dans une moindre mesure l'histoire de l'art, pour connaître les artistes qui ont milité en faveur de la restitution ainsi que les œuvres concernées. Si les revendications patrimoniales existent depuis l'Antiquité, le débat autour des restitutions de biens culturels connaît un regain d'intérêt en France au XXIe siècle. Le discours du président Emmanuel Macron du 28 novembre 2017 en est une parfaite illustration. Plus globalement, le mouvement des communs dépasse le clivage entre les restitutionnistes et les anti-restitutionnistes, et invite à abandonner la vision propriétariste du patrimoine. Droit ou droit des restitutions ? Souvent abordée par le prisme internationaliste, la restitution des biens culturels n'en est pas moins un sujet de droit public interne. Il s'agit de concilier ce sujet avec l'état du droit français. Par ailleurs, il a été choisi d'étudier uniquement la restitution des biens culturels qui quittent la France au profit d'un État étranger. En effet, s'il existe des biens qui retournent en France, ils demeurent extrêmement rares et ne font l'objet d'aucun débat en la matière. La doctrine juridique sur les restitutions est en outre toujours associée aux biens qui sont revendiqués par l'étranger à la France, et non l'inverse. Par nature, l'opération de restitution est le fruit d'une relation bilatérale entre l'État français et un État étranger.
Si les institutions intergouvernementales et les conventions internationales ont une influence certaine sur les restitutions, il reste que le sujet est éminemment politique et diplomatique et touche à la souveraineté. Toutefois, l'étude sera également ouverte aux restitutions entre la France et un acteur qui ne soit pas un État, une association dans le cadre d'un contentieux, un particulier dans le cadre d'une revendication patrimoniale. À titre d'exemple, la restitution des œuvres d'art spoliées aux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale est particulièrement intéressante. Le choix a été fait de traiter l'approche propriétariste de la restitution dans une première partie, et l'approche domaniste dans une seconde. Le fait que l'État soit le propriétaire assure en effet sa pleine disposition du bien culturel, et donc sa prérogative de le restituer ou non à l'étranger. A contrario, si l'État n'est que le gardien du bien, son droit de garde l'empêche de le déclasser et de le désaffecter à son gré. Toutefois, cette vision manichéenne se heurte à la réalité du droit des restitutions. En effet, au cours des recherches, le constat a été fait que ces deux approches n'étaient pas tellement opposées, mais plutôt complémentaires. Si l'État est propriétaire, cela ne signifie pas qu'il a la faculté de refuser toute restitution du fait de l'existence de conventions internationales pour lesquelles la France est signataire. En sus, les biens culturels font l'objet d'une protection spécifique qui contraint l'État à certaines obligations. Quant à l'approche domaniste, elle ne se limite pas à l'idée de la garde du bien. À ce jour, les règles de la domanialité publique en matière de biens culturels verrouillent toute possibilité d'un régime unique de restitution avec des critères communs. En outre, l'approche propriétariste appelle l'approche domaniste et réciproquement, d'où la vigilance à ne pas être redondant dans le traitement des deux parties. Enfin, la restitution par la France des biens culturels aux États étrangers invite plus globalement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.